L'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 58 impose aux personnes auditionnées de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Est-ce que vous voulez bien vous lever, lever la main droite et dire « je le jure ». Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour ce nouveau QG décolonial. Alors c'est une émission un peu spéciale qu'on organise aujourd'hui qui s'inscrit dans une longue journée, une importante journée de conférences et d'ateliers qui s'est déroulée ici à la colonie, qui a été organisée notamment par Kader Attia. Et donc les vidéos qui ont été filmées durant cette conférence sont à retrouver sur le site de la colonie. Quant à nous, Parole d'honneur, c'était l'occasion de renouer avec ce format du QG décolonial et de le faire notamment à partir d'une question qui nous tient particulièrement à cœur, à savoir la question des violences policières, dont nous avons déjà consacré bon nombre d'émissions depuis maintenant plus de 2 ans et demi, ce qui veut dire que c'est une question qui est malheureusement toujours d'actualité aujourd'hui. Alors avant de commencer, je rappelle comment le dispositif de l'émission est conçu. D'abord, l'émission est en direct sur le Facebook Live de Parole d'honneur. Ensuite, elle est ouverte au public, comme vous pouvez le voir. Ce public qui est invité à interagir tout au long de cette émission. Donc, vous pouvez poser des questions, faire des remarques. Pour cela, il vous suffit de vous signaler auprès de Yanis, qui est ici, présent. Voilà, c'est ce jeune homme élégant. Donc, il passera dans les rangs et donc il vous suffira de lui demander la parole et on vous passera la parole assez régulièrement durant cette émission. Et puis encore, l'émission va se décliner en 2 volets. D'abord, donc, nous nous concentrerons sur la question des violences policières et notamment à partir de l'interpellation abusive et humiliante qui a eu lieu auprès des lycéens de Mantes-la-Jolie le 6 décembre 2018. Et puis le second volet de l'émission, on consacrera un temps de discussion autour de ce qu'on a appelé l'affaire Christine Angot, mais qui évidemment dépasse très largement la petite personne de Christine Angot, pour finalement englober un enjeu beaucoup plus structurant dans le champ médiatique français et le champ politique, à savoir la question de la négrophobie, mais aussi de la concurrence des mémoires. Alors, pour ce premier plateau, j'ai le plaisir de recevoir autour de moi Yessa Belkodja, qui est cofondatrice et membre du collectif de défense des jeunes Mantois, Myriam Ayad, membre donc de ce même collectif. Vous êtes également mère d'un lycéen qui a été interpellé ce jour-là. Amal Bentoutsi, porte-parole du collectif Urgence Notre Police Assassine, qui est un collectif qui réunit plusieurs familles de victimes de violences policières. Je rappelle que tu as toi-même été confronté à la lutte pour défendre ton frère Amin Bentoutsi, qui a été tué par la police d'une balle dans le dos en 2012. Et tu as obtenu la condamnation du policier après de très longues années de lutte acharnée. Geneviève Bernanos, vous êtes cofondatrice donc avec Agnès Méric, qui est la mère de Clément Méric, du collectif des mères solidaires. Vous êtes la mère d'Angèle et d'Antonin, qui ont tous deux été mis en cause dans ce qu'on a appelé l'affaire de la voiture de police incendiée qu'est Valmy. C'était en marge des manifestations contre la loi travail. Angèle a été relaxé et Antonin, en revanche, est encore en prison actuellement. Mais pas pour cette affaire, pour autre chose. On y reviendra plus précisément plus tard. Et enfin, Norman Ajari, philosophe, engagé dans la mouvance décoloniale et auteur d'un livre important qui est sorti cette année, qui s'intitule « La dignité ou la mort, éthique et politique de la race », publié aux éditions de la Découverte. Alors d'abord, merci infiniment à vous tous d'être là, pour votre présence et pour votre confiance.
Alors, on passe au premier débat. Le 6 décembre dernier, 152 jeunes ont été interpellés à Mantes-la-Jolie, dans le quartier du Val-Fouré. Les images donc, avaient scandalisé l'opinion et avaient fait le tour du monde. Sur la vidéo qui avait été filmée et diffusée par un agent des forces de l'ordre, on y voyait des jeunes adolescents agenouillés, mains sur la tête, en silence, alignés en rang. Certains avaient été face contre mur, encadrés par des agents de police armés de matraques et de boucliers. Et puis il y a cette phrase terrible qu'on a tous entendue, qui émane de la bouche du policier qui a filmé et qui dit voilà une classe qui se tient sage. Et il le dit notamment en ricanant. Alors depuis cette affaire, un collectif de familles s'est constitué pour dénoncer l'humiliation qu'ont subi ces lycéens. Alors je vais commencer par te donner la parole, Yessa. Où est-ce que vous en êtes actuellement dans le déroulement de cette affaire? Alors, on en est à l'audition de 4 lycéens seulement. Alors je recontextualise. Il y a eu en mai une série d'auditions qui se sont déroulées sur 2 jours. Et dans le même temps, il y a eu les conclusions de la chef de l'IGPN, parce que l'IGPN a diligenté sa propre enquête. Et au lendemain de l'audition des 2 lycéens par l'IGPN, dans le cadre de l'enquête administrative, la chef de l'IGPN qui était à l'Assemblée et qu'on a interpellé à ce moment-là dans le cadre d'une enquête parlementaire, dit que les conclusions de l'IGPN, pour eux, il n'y a pas eu de comportement déviant de la part des policiers. Donc ce qu'on attend aujourd'hui, c'est que tous les lycéens, bien évidemment, en tout cas pour ceux dont les familles ont déposé plainte, soient auditionnés, parce que ça va accélérer le processus judiciaire. Ce qu'on attend évidemment, c'est l'ouverture de l'instruction, et ça n'a pas encore été fait. Le seul truc positif, c'est que l'affaire a été dépaysée à Nanterre, parce qu'on ne peut pas être jugé partie, et qu'il était hors de question de laisser le parquet de Versailles s'occuper de cette affaire, parce que il faut savoir que le procureur de Versailles, c'est lui qui a autorisé le placement en garde à vue de ces mineurs. Depuis, combien vous avez réussi à rassembler de familles autour Alors, aujourd'hui, il y a une quarantaine de plaintes. Les avocats travaillent sur des plaintes qui sont arrivées il y a quelques semaines, mais disons que la moitié des plaintes ont été déposées. Donc, si on dit la moitié, c'est une vingtaine. Donc, il faudrait que très vite les auditions par l'IGPN dans le cadre de l'enquête préliminaire soient faites, pour qu'ensuite les suivants soient aussi auditionnés. Et on sait que cette lenteur juridique, judiciaire aussi, c'est une manière de démotiver, de décourager. Alors le travail du collectif aujourd'hui, c'est de maintenir un peu en alerte et l'opinion publique, parce que c'est une affaire en fait avec différents volets. Il y a le volet politique, le volet militant, le volet médiatique et le volet juridique. Alors, il y a eu beaucoup de réactions, même de personnalités politiques qui ont suivi cette affaire, et notamment des réactions qui ont été plus ou moins scandaleuses, on dira, et notamment celle de Ségolène Royal. Celle de Ségolène Royal est à marquer dans les annales. Donc elle dit, au lendemain... Je peux le dire. Donc, oui. elle dit que... Donc, d'abord, à l'endroit de ces jeunes lycéens, elle parle de sauvagerie incroyable. Je pense que c'est intéressant de soulever. Et elle a jugé que, je cite, ça ne leur fera pas de mal à ces jeunes de savoir ce qu'est le maintien de l'ordre, la police, de se tenir tranquille. Ça leur fera un souvenir. Voilà. Et lorsqu'on a entendu les propos de Ségolène Royal, et aujourd'hui, évidemment, on a été choqués, parce que c'est une gravité. Puis le vocabulaire, le vocable. Et puis aujourd'hui, on a envie de dire, c'est Ségolène Royal qui aura un souvenir de cette affaire.
Voilà. Myriam, on est à plus de 6 mois après les faits. Dans quel état d'esprit vous trouvez actuellement ? Déterminée à aller jusqu'au bout, à obtenir justice, pas que pour mon fils, pour tous ces enfants qui ont été mis à genoux ce jour-là, pour que ces gens-là sachent qu'ils ne font pas ce qu'ils veulent. Ils ne feront jamais ce qu'ils veulent. Ils nous trouveront toujours devant eux, en fait. Et à quel moment vous vous êtes dit que là, c'est allé trop loin et que vous n'alliez pas laisser faire Le jour même. Le jour même, j'étais présente sur ce parking, puisque ma fille, qui est au lycée Saint-Exupéry, elle n'était pas allée en cours et elle m'avait appelé, enfin, m'avait envoyé un message en me demandant si son frère était à la maison. Et ça m'a tout de suite interpellée. Je me suis dit, pourquoi elle me pose cette question-là? Donc je l'ai appelée. Elle me dit, elle ne voulait pas me dire au début. Puis après, elle me dit, en fait, ils ont ramassé plein de jeunes à l'Agora. Donc j'ai essayé d'appeler mon fils plusieurs fois. Il ne répondait pas. Et une maman, elle sent les choses. Donc tout de suite, je me suis habillée, j'y suis allée. Et je suis arrivée sur ce parking, sur le trottoir juste voilà là. Je me suis adressée à un policier afin de savoir comment on pouvait faire pour savoir si notre enfant était parmi les enfants interpellés. Et là, il m'a répondu que je n'avais qu'à m'occuper de mon enfant, j'avais qu'à m'occuper de mon enfant avant et qu'il fallait que je dégage du trottoir. Ce que j'ai pas fait, hein. Je suis restée sur place, sur ce parking, et je les voyais en fait. Je les ai vus, ces enfants tous à genoux. Et alors forcément, on cherche son enfant un peu partout. On essaye de l'apercevoir, donc voilà. Et puis depuis longtemps aussi, on dit que c'est trop. Il y a eu d'autres affaires avant, et c'est pas d'aujourd'hui que c'est trop. Justement, c'est la question aussi qu'on pourrait se poser, puisque tu parles de l'enquête de l'IGPN qui en fait a conclu que finalement il n'y a rien d'anormal qui a eu lieu ce jour-là. On pourrait trouver ça même amèrement ironique et se dire que, effectivement, en fait, c'est le fonctionnement normal dans le traitement, en fait, qui est réservé par les forces de police aux habitants des quartiers populaires, et que, qu'en fait, le caractère exceptionnel, finalement, n'est pas si exceptionnel au sens où il s'inscrit dans une continuité, comme vous le dites, qui est le quotidien de ces jeunes qui vivent l'humiliation au quotidien. Oui, justement, par rapport aux propos de la chef de l'IGPN, on n'a pas été choqués parce que ce que tu dis justement, Louisa, aujourd'hui, le comportement que ces policiers ont eu ce jour-là, le comportement qu'ils ont au quotidien dans les quartiers populaires, ce rapport que nos enfants, que les lycéens entretiennent avec la police lorsqu'ils se rendent, lorsqu'ils sont sur le chemin de l'école, est devenu une norme. Donc les conclusions, finalement, elles ne nous choquent pas parce que, effectivement, le comportement de ce policier qui filme à ce moment-là de manière complètement détendue et qui balance ça sur les réseaux en sachant que filmer une personne entravée, c'est un délit. Et donc il le fait. Donc non, on n'est pas choqués. Cette norme n'a plus. Il serait peut-être temps de la renverser et puis d'inverser ce rapport de force. Et quand Myriam dit qu'ils nous trouveront toujours face à eux, voilà, on sera une sorte de vigie et ce sera au quotidien. Et pas uniquement pour nos enfants, mais pour d'autres enfants. Et vous dites, j'ai entendu dire que finalement ce qui s'était passé, que la vidéo qui est sortie est déjà effectivement assez scandaleuse en elle-même, et qu'il y a pire en fait, qu'il y a pire que ça, qu'il y a eu des insultes à caractère raciste, qu'il y a eu des gestes aussi humiliants. Est-ce que vous pouvez en parler? Enfin, ça a été rapporté par les enfants. Ce qui est marrant, c'est que sur ces 152 enfants, ils ne se connaissaient pas tous, puisqu'il faut savoir qu'il y a d'autres enfants qui venaient d'autres collèges, d'autres lycées, et les témoignages se recoupent en fait. Il y a eu des insultes à caractère raciste, il les appelait et l'arabe, et le noir, et le chevelu, discriminatoire, et le gros. Moi, je sais que mon fils, quand il est sorti de l'Agora, quand ils les ont fait sortir à la queue leu-leu, les mains sur la tête, derrière lui, il y avait un blanc.
Et du coup, quand les policiers l'ont vu, il m'a dit, ils étaient en état de surexcitation et il disait à son collègue, oh regarde, il y a un des nôtres, il y a un des nôtres, et ils l'ont mis sur le côté. Ça a été que des choses comme ça, des coups de matraque. Parce il faut savoir que moi, par exemple, mon fils, il est resté 3h30 à 4h sur les genoux, sur le goudron, dans le froid, parce que c'était un 6 décembre et qu'il pleuvait. En plus, ce jour-là, c'était un temps, il faisait humide. Et qu'il n'a pas eu le droit d'aller aux toilettes, pas le droit de boire, pas le droit de se mouver, tout simplement, de juste bouger un peu. Enfin, c'était pas possible. Et puis lui, d'autant plus qu'il avait été victime au mois de février d'une interpellation où dans le commissariat de Mantes-la-Jolie, il avait été tabassé et qu'il avait reconnu deux des baqueux qui l'avaient tabassé. Donc moi, quand je l'ai récupéré, il me disait, moi, mon but, c'était de ne pas bouger parce que je sais de quoi ils sont capables. À 15 ans, il savait déjà de quoi ils étaient capables. Oui, en fait, il a déjà peur des forces de police. Oui, puis on les prévient aussi. Ouais. On a grandi dans les quartiers populaires, on sait de quoi ils sont capables, donc on les met toujours en garde. Moi, j'ai toujours mis mes enfants en garde. Voilà, ils connaissent l'histoire d'Aïssa Ish, de Youssef Kaïf, de Jawed, Zawiya, ils connaissent ces histoires-là. Il faut leur apprendre, ça fait partie de notre histoire et il faut qu'ils soient au courant. Il ne faut pas que cette mémoire collective, elle s'endorme avec les générations. Il faut les tenir au courant. C'est important. Et est-ce que vous vous êtes senti soutenu par, notamment, je ne sais pas, par l'équipe pédagogique, par les professeurs ou par certaines institutions comme la mairie? Ça n'a pas été le cas du tout. Il se trouve que, on parle beaucoup du 6 décembre, on parle très peu de ce qui s'est passé avant et on parle aussi très peu de ce qui s'est passé après. Une cellule psychologique a été mise en place le lundi, mais les lycéens qui avaient passé le 24 heures, il y en a qui ont même fait 48 heures de garde à vue, n'ont pas pu bénéficier de cette cellule psychologique parce que pour la plupart, ils ne se sont pas rendus au lycée, au collège, parce que le plus jeune interpellé, le plus jeune gardé à vue a 13 ans. Donc ils n'ont pas pu en bénéficier. Lorsque le collectif s'est constitué au lendemain, et très vite, on a organisé une rencontre avec des avocats donc le dimanche, et dès le lundi, on s'est rendu aux abords des établissements. Et on avait mis en place un lien qu'on a fait circuler devant les lycées. Et devant le lycée Saint-Exupéry, il y a eu une réaction très hostile de la part de l'équipe éducative, de la part de l'administration aussi, parce que le proviseur était devant le lycée. Et en fait, on nous a dit, mais qu'est-ce que vous foutez là? Occupez-vous de vos affaires. Et en fait, nos affaires, c'est celle-ci. Lorsqu'on envoie nos enfants à l'école, on ne se délivre pas de nos tâches de parents. Donc, on était tout à fait légitime aux abords des établissements. Et il faut aussi savoir que les lycéens qui n'ont pas été interpellés et qui ont vu circuler cette vidéo, il y avait aussi une colère qui aurait pu être exprimée de manière violente, et j'ai même envie de parler de violence légitime. C'est-à-dire que le lundi, si les lycéens avaient décidé je vous le dis, d'incendier des poubelles, d'incendier des véhicules, en tant que maman, j'aurais trouvé cette colère légitime. Mais là encore, la mémoire collective, elle est là. Et tout à l'heure, Myriam parlait de Aïssa Ish, et on a à l'esprit la mort, on a toujours à l'esprit la mort d'Aïssa Ish, et on l'a aussi dès le jeudi lorsqu'on est sur ce parking, et on a des parents, des mamans comme Myriam, qui espèrent que leur enfant ne sera pas placé en garde à vue au commissariat de Mantes-la-Jolie, parce que dans ce même commissariat, Aïssa Ish, il y a 24 ans, est mort d'une crise d'asthme et roué de coups par les policiers. Donc non, Louisa, aucun soutien, pas de soutien de la mairie, évidemment, parce que la mairie, le lundi, lorsque le maire rentre d'un séjour au Sénégal, il fait le tour des riverains, et on a des photos à l'appui, parce que nous, les mamans, en fait, on a fait notre enquête aussi, hein. Et on a pris différentes photos. Il va frapper chez les riverains, il espérait, et d'ailleurs, il a collecté des plaintes de personnes à qui on a pris une poubelle, par exemple. Il faut aussi savoir que les forces de police sont allées dans le lycée Jean Rostand avec des photos afin que l'équipe éducative identifie les enfants sur ces photos. À quelle fin? Et l'équipe éducative elle a joué le jeu?
Oui, elle a joué le jeu. Oui, elle a donné les noms des enfants. Et il faut savoir que j'ai une amie qui a eu la CPE en ligne, qui lui a demandé si son fils faisait partie des enfants interpellés. Elle a répondu que non. Et elle lui a demandé, enfin, elle lui a dit, ça serait bien que vous m'écriviez un mot dans le carnet pour faire savoir que votre fils faisait pas partie des interpellés. Enfin, dans le but de les ficher, tout simplement, même au lycée, quoi. Alors, Norman, peut-être que tu pourrais intervenir aussi sur le caractère raciste aussi de ce qu'on a entendu, et dans cette volonté, en fait, on m'entend ? Oui. Dans cette volonté qui organisée d'humilier au quotidien les jeunes des quartiers populaires, et notamment les jeunes hommes noirs et arabes, en fait. Ouais. Disons que c'est vrai qu'il y a plusieurs aspects dans cette affaire, puisque tout ça se déroule dans un contexte bien spécifique, qui est un contexte de mouvement social. Et il est clair que le fait que ça se passe dans ce contexte de mouvement social, un contexte dans lequel les forces de l'ordre ont d'une certaine façon la tâche de saper la subversion, et de faire rentrer les choses dans le rang et de maintenir les intérêts de l'État, il est clair que les mesures, et disons l'espèce d'aspect militaire de ces mesures, sont forcément décuplés et intensifiés. Mais en même temps, est-ce que, puisque le cadre de ce mouvement social n'est pas un cadre local, n'est pas un cadre régional, c'est un cadre national, est-ce qu'on l'a vu dans des endroits qui ne sont pas des quartiers populaires, qui ne sont pas des banlieues, qui ne sont pas des cités? Est-ce qu'on a vu des répressions de ce degré d'intensité? Non, pas du tout. Et j'irai même plus loin. Est-ce qu'on a vu des formes de mise en scène de cette répression? Parce qu'il y a cette vidéo, cet agent qui lui-même filme, qui lui-même fait des remarques, qui lui-même décrit la chose et qui lui-même s'en amuse. Ou bien des réactions comme celle que vous avez nommée, celle de Ségolène Royal, qui trouve ça formidable, qui trouve ça très bien. Donc là, ce qu'on a en plus, ce qui me semble relever vraiment du racisme d'État en l'espèce, c'est pas seulement la répression, puisque tous les mouvements sociaux en ce moment subissent des répressions farouches, mais c'est l'espèce de fétichisme de la répression qu'il y a en plus. L'espèce de manière dont cette répression, c'est pas juste une manière de maintenir les intérêts de la bourgeoisie. Bien sûr, c'est le cas. Pas juste de manière de maintenir les intérêts de l'État, mais c'est une manière de rassurer la population blanche majoritaire et de dire, voilà, regardez ce qui se passe, regardez ce qu'on est capable de faire, regardez comment on maintient l'ordre dans ces banlieues, et regardez comment vous n'avez rien à craindre de ces types-là. Nous, on est des bonhommes, on sait comment s'y prendre, on les mate, ne craignez rien, on sait les maintenir en bas, on sait comment affirmer notre position dominante. Et ça, c'est quelque chose que, visiblement, Ségolène Royal trouve absolument ravissant. C'est quelque chose qui la rassure, c'est quelque chose qui n'est pas étonnant, comme ça a été dit, parce que c'est fait pour ça. J'en suis convaincu. C'est fait pour ça, c'est fait pour rassurer, et c'est fait pour produire le sentiment d'appartenance à cette nation. Alors, juste, je rappelle que si vous voulez intervenir, vous pouvez le faire. C'est auprès de Yanis qui est là, parce qu'on va faire des échanges, on va faire des allers-retours au fur et à mesure. Donc, n'hésitez pas à vous signaler. Amal, toi, tu es une militante chevronnée. Tu t'es à la fois confrontée au volet à l'institution judiciaire, à l'institution policière, à l'institution médiatique. Mais tu as aussi su mener ton combat à un niveau politique, puisque je rappelle que tu as co-organisé 2 grandes marches de la dignité qui avaient rassemblé plusieurs milliers de personnes dans les rues de Paris autour des violences policières. Quelles sont les leçons, toi, que tu tires du combat que tu as mené toutes ces années? Alors déjà, merci pour cette invitation. C'est vrai que ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu et ça fait toujours aussi plaisir de revenir et de parler de ce sujet qui me touche particulièrement. Et donc,
qu'est-ce que je tire de ce combat? Alors ce combat, moi j'en tire qu'on ne doit rien lâcher, mais pour rien lâcher, on doit être ensemble. On doit être ensemble, organisés, déterminés, et ne pas avoir peur. Parce qu'en fait, ils attendent qu'on ait peur. Ils attendent qu'on laisse tomber, en fait, tout simplement. Et moi, le fait d'avoir vécu ce drame, d'avoir perdu mon frère qui a été tué d'une balle dans le dos le 21 avril 2012, sa condition de jeune issu d'un quartier populaire, je la connaissais depuis son tendre jeune âge, puisque depuis l'âge de 13 ans, il a été le premier jeune prisonnier de France. Il a été incarcéré à 6 mois pour avoir brûlé une poubelle, effectivement. Et c'est vrai qu'à l'époque, je me souviens d'avoir écrit au juge à cette époque-là, et qui n'avait pas répondu à ma demande, parce que je lui avais dit, mais c'est-à-dire que vous êtes en train de tracer son chemin, en fait, de délinquant. Et c'est vrai qu'un jour, quelques années plus tard, Amine était à Châteaudun et on parlait, et il me disait, prends un stylo et écris. Je lui dis, mais écris quoi? C'est vrai qu'il m'appelait souvent au téléphone, puisqu'il avait le droit d'appeler dans une centrale. Et il me disait, écris, je vais te raconter ce que je suis devenue, en fait. C'est eux qui m'ont créée, en fait. Il m'a dit, tu te rends compte, à 13 ans, ils m'ont mis parmi des violeurs, parmi des braqueurs, parmi des voyous, alors que j'avais que 13 ans, en fait. Et il m'a dit, en fait, c'est eux qui m'ont créée. Donc, et c'est vrai, quand j'ai vu la vidéo des jeunes qui ont été agenouillés, c'est quelque chose qui m'a touchée particulièrement. Et puis moi, j'ai eu des images de scènes de guerre, en fait, qu'on était sous occupation de ce qui s'était passé. Et je me dis qu'on n'est pas loin, si on n'y prête pas attention, qu'on est en train d'arriver à tout ça. Et c'est vrai qu'il y a quelques années, je disais... que si on n'y prend pas garde, ils sont en train de nous tuer à petit feu, doucement mais sûrement. Parce que des morts dans les quartiers, il n'y a pas un seul quartier qui n'a pas eu le droit à son mort ou à ses morts. Et à chaque fois, c'est les mêmes histoires, c'est le même processus qui se répète, c'est la criminalisation de la victime à titre posthume, de façon à la rendre coupable de sa propre mort, la médiatisation, c'est-à-dire que la version policière est relayée massivement, donc de justifier cette mort et de rendre coupable la victime, même si elle avait un passé de délinquant, personne n'a le droit de mourir, en tous les cas pour le cas de mon frère, d'une balle dans le dos, et on l'a tué 2 fois en fait. On l'a tué une première fois à 13 ans, et une deuxième fois à Noisy-le-Sec, un soir du 21 avril 2012. Alors, il y a une phrase que tu prononces souvent, que je trouve extrêmement forte, pour parler justement de ton engagement. Tu dis que si tu n'avais pas mené cette lutte politique et judiciaire, tu serais devenu un monstre. Oui, c'est important de le signaler parce que moi, à l'époque, mon frère me disait souvent, bon, c'est plus d'actualité parce que Renaud, il a changé de camp depuis. C'est vrai qu'il écoutait souvent une chanson qui s'appelle l'Hexagone. Et Amine, je crois que c'était le seul jeune de quartier qui connaissait la chanson de l'Hexagone par cœur. Et je lui disais, mais c'est quoi cette chanson de beauf, en fait, que tu chantes? Et il l'avait appris à tous ses potes, et tous ses potes chantaient la chanson de l'Hexagone. Et c'est vrai que moi, c'est pas une chanson que j'avais écoutée et qui m'intéressait particulièrement. Et donc, à 15 ans,
quelques années plus tard, après sa mort, sur la route, j'entends cette chanson. En fait, je me dis que mon frère, sa condition, il en avait conscience déjà à 15 ans. Et c'est vrai qu'à l'époque, il me disait, mais tu sais, nous, dans les commissariats, ils nous tabassent, ils nous tapent avec des bottins pour pas qu'il y ait de traces, ils nous attachent au radiateur. Et même en tant que sœur, parce que ce lien fraternel, mais c'est presque maternel que j'avais avec lui, parce que je m'occupais de lui pendant que ma mère travaillait. Et je lui disais, mais arrête de raconter n'importe quoi, en fait, c'est pas possible. Donc même moi, en étant proche de lui, j'avais du mal à y croire. J'avais du mal à croire que des policiers, ceux qui étaient censés représenter la loi, puissent agir de la sorte. Et donc je peux me mettre à la place des gens qui sont devant leur télé et puis qui boivent des informations toute la journée et qui ont du mal à se dire que, effectivement, des policiers puissent agir de la sorte. Et c'est vrai, quand on a monté le collectif Urgence, notre police assassine, tout le monde m'était tombé dessus, dit oh là là, scandale, tu sais, fais attention. Et je leur ai dit non. J'ai dit moi, ce combat-là, c'est le combat de ma vie. Et parce que j'étais déterminée. Pourquoi l'impunité crée des monstres? Parce qu'en fait, j'étais en train de me transformer en un monstre silencieux. Je ne parlais pas, mais j'avais tout prévu. J'avais prévu je peux le dire, de tuer le flic qui avait tué mon frère d'une balle dans le dos. Et je voulais le tuer de la même façon qu'il l'avait tué. Donc il y avait deux options, en fait. C'était soit il y avait la justice, ou soit je faisais justice, parce que mon frère, on ne lui avait pas fait de cadeau. Donc, et à ce moment-là, et c'était difficile pour moi parce que je devenais un espèce de monstre silencieux qui préparait quelque chose. Et moi, vous imaginez, en tant que petit bout de bonne femme, mère de 4 enfants, d'en arriver à penser. Je pars du principe que les pensées aussi sont créatrices et qu'à un moment donné, à force de le penser silencieusement, parce que j'en avais parlé à aucun de mes proches, de façon à ce que personne ne m'en empêche, en fait, tout simplement. Et donc, du coup, j'avais réussi à avoir son adresse, sa photo, j'avais googlisé son adresse, et si je n'obtenais pas justice, je faisais justice moi-même. Donc, c'est pour vous dire. Et c'est vrai que pendant 5 ans, j'étais dans un espèce de tunnel noir où je voyais que par ce combat. Mais ce combat, en fait, c'est ce qui m'a sauvée aussi de ce monstre qui était en train d'être, qui avait été créé, en fait, que l'injustice aurait pu créer. Donc imaginez-vous, moi, en tant que petit bout de bonne femme, et je vous laisse imaginer un frère, un ami, des potes de cité qui subissent cette injustice et qui se retrouvent là. Bah ouais, l'impunité crée des monstres, et des deux côtés en fait. Parce que d'un côté, il y a une injustice, et peut-être, heureusement que c'est pas tout le monde, mais je sais que j'en aurais été capable, et ça c'est sûr. Alors ça m'y fait penser, ton intervention, parce que effectivement, il y a une chanson de La Rumeur qui s'appelle « Tous ces mômes vont grandir et ils sauront quoi te dire ». Et je pense que c'est quelque chose d'intéressant aussi de montrer toute la rancœur et effectivement la création du monstre que ce genre d'humiliation quotidienne aussi peut générer. Et c'est aussi une préoccupation de parents, je suppose, que de montrer à leurs enfants que quelque chose est possible de lumineux, quoi, qu'ils ont des droits, que quelque chose est plus... Oui, je te laisse intervenir. Tu parles de quelque chose de lumineux et du coup je vais parler de dignité. Parce qu'au même moment, le livre de Norman, enfin quelques semaines plus tard, le livre de Norman, La dignité ou la mort, sortait. Donc, et Norman l'a dédicacé aux lycéens de Mantes-la-Jolie. Et nous, on a essayé de travailler aussi, ça a été aussi un support. Parce que cette posture d'humiliation,
Voilà, il y a une volonté d'atteinte à la dignité de la part de ce policier et l'intégrité, enfin le corps, parce qu'on touche et à l'esprit et au corps. Et il y a un passage dans le livre de Norman qui dit que le policier blanc, lorsqu'il a, alors je vais vraiment schématiser, enfin je vais le dire avec mes mots, il dit que ce qui est indigne, c'est le comportement du policier. C'est-à-dire que peu importe ce que subit la victime, l'indignité est du côté du policier dans le cadre des affaires de violence policière. Et puis la lumière, elle est là. La lumière, elle est là parce que les enfants, les lycéens, ils ont cette force et une capacité de résilience qui est énorme. Mais ce qu'a permis le collectif, c'est aussi une prise de conscientisation, et il y a aussi de la politisation. Lorsqu'on discute avec eux aujourd'hui, ce qu'ils trouvaient normal, tu parlais de normes par rapport au comportement des forces de l'ordre, ce qu'ils trouvaient jusqu'à présent normal parce qu'ils étaient confrontés, enfin, ça fait partie de leur quotidien. Aujourd'hui, ils ont compris que cette norme, elle n'est pas la leur. Ces corps qui sont constamment palpés, touchés, fouillés, ils ne veulent plus. Alors nous, on leur a dit qu'il était tout à fait possible d'aller au commissariat à la moindre... C'est-à-dire que nous, on va leur coller des outrages. De manière symbolique, on va leur coller des outrages. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un des lycéens sera interpellé, à chaque fois qu'on aura vent d'une interpellation qui s'est mal passée, à chaque fois qu'un policier aura outrepassé ou même manqué de respect, parce qu'il y a aussi la manière dont il s'adresse à nous, à nos enfants. Le tutoiement, par exemple, c'est Myriam qui en parle très bien. Même le tutoiement, on ne l'acceptera plus. Donc les lycéens, ils savent maintenant, donc, quand un policier, les lycéens, pas tous, mais en tout cas une majeure partie, de réclamer le vouvoiement. Et puis, si vraiment ça se passe mal, très vite, on va voir la maman, le parent ou l'adulte le plus proche, et on va au commissariat de Mantes-la-Jolie. Et on les inquiétera, et on sera, pour reprendre cette expression que j'aime beaucoup lorsque Myriam le dit, on sera autant d'épées de Damoclès au-dessus de leur tête. Norman, sur la question de l'indignité, puisque c'est inspiré de ton ouvrage. Cette question de la dignité est évidemment extrêmement présente pour n'importe quel, notamment pour n'importe quel parent, puisque c'est ce qui constitue la valeur intrinsèque de n'importe quel individu, et ça les parents en sont extrêmement conscients, puisqu'ils savent la fragilité de la vie humaine, et je pense que tu le sais aussi, qu'un enfant qui naît a besoin d'énormément de soins, ne serait-ce que pour survivre, énormément. Une immense attention, un immense soin, des heures, des dizaines, des centaines d'heures. L'être humain n'est pas comme une girafe qui naît, qui est immédiatement capable d'aller elle-même à sa nourriture. L'enfant a besoin d'être nourri, d'être surveillé, il a besoin d'être sous une constante attention. Et l'indignité dans cette affaire, c'est la manière dont les forces de l'ordre et la manière dont l'État s'est joué de cette fragilité. C'est joué de cette fragilité de la vie, cette fragilité de l'existence pour instaurer la peur, la terreur et tenter de la transmettre aux familles. Tenter de montrer que les leurs, ces enfants, ils ont la possibilité de leur arracher. Et que ceux qui, soi-disant, les tiennent, les possèdent, qu'en réalité ils appartiennent à l'État. Ils n'appartiennent ni à eux-mêmes, ni ne font partie de leur propre communauté. Ils font partie, non pas comme des membres, mais comme des objets, comme des biens de l'État. Et la réaction de ces mères, la réaction de ces communautés, est là une vraie leçon de dignité, je crois. Elle remet l'État et ses agents à leur place. Et pour ce faire, il n'y a pas d'autre moyen que les moyens même de l'État, mais nous permettent de rappeler ceci, que ces lois qui existent sont les lois qui n'ont pas été fondées, qui n'ont pas été votées, qui n'ont pas été appliquées pour les jeunes de banlieue. Elles existent pour d'autres personnes, pour
ces bourgeois, blancs, ces classes moyennes, qui eux sont censés pouvoir, effectivement, obtenir des outrages si un policier leur parle mal, etc. Mais cet arsenal législatif existe bien. Et donc, c'est bien de poser cette question, de savoir pourquoi, dans certaines zones, il n'est même pas qu'il n'est pas appliqué, c'est qu'il n'est pas applicable et qu'on n'a même pas l'idée qu'il pourrait être appliqué. C'est une bonne question, qui est posée là et qui amène à re-questionner cette inégale répartition de l'accès à un traitement digne. Alors, ça m'a fait penser à une autre phrase, pour le coup, que j'ai entendue, vous savez, dans l'événement que vous avez organisé à Mantes-la-Jolie, l'une des mamans disait quelque chose par rapport à l'éducation. C'est ce que vous disiez que un des policiers, vous avez dit oui, bah alors c'était vous. En fait, en gros, c'est votre faute parce que vous n'avez pas fait votre rôle de maman, vous avez mal éduqué. Et elle disait que mais même pas elle en fait, elle n'oserait demander à son fils de se mettre à genoux, que c'est quel type d'éducation, même si elle avait été qu'elle avait eu une éducation stricte. Qui pourrait défendre une éducation qui demanderait d'humilier son enfant en fait et de lui demander de se mettre à genoux? Alors si elle ne le fait pas en tant que mère, comment elle peut accepter l'idée que l'institution policière ait osé le faire en fait? Après, il faut que ce soit nous. Vraiment, il faut que ce soit nous qui montrions et qui disions à ces gens-là que nous n'acceptons pas ça. On ne leur demande pas des leçons d'éducation parce que quand on voit comment ils sont pas très éduqués. Ne serait-ce que dans leur langage. Ils s'adressent à vous, ils ne savent que vous dire dégagez, ferme ta gueule, vous n'avez rien à foutre ici. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de lire un PV d'un policier, c'est bourré de fautes d'orthographe, de fautes de syntaxe, de grammaire. Enfin, on se demande quand ils ont été à l'école, comment ils ont obtenu leur concours, déjà. Et puis, il faut que ces gens-là se mettent en tête qu'on n'a pas attendu après eux pour éduquer nos enfants. Nos enfants, on les éduque et on se donne encore plus de peine à les éduquer, on leur donne encore plus de valeur parce qu'on sait où on grandit, on sait où ils grandissent et on sait qu'il faut qu'ils aient des armes pour se défendre. Donc, je sais que par exemple, quand mon fils avait été arrêté au mois de février et que les policiers de la BAC l'avaient mis dans ce local où il y avait des casiers et qu'ils avaient mis des pièces de monnaie entre leurs doigts pour le taper, il y a un des policiers qui lui disait « Mais si tu étais mon fils, tu verrais ce que je te ferais ». Bah, ça fait peur. On se dit, ces gens-là, ils ont des enfants. Donc s'ils sont capables de faire ça à nos enfants, de quoi sont-ils capables en fait ? Et puis, moi, ça m'atteint même plus, en fait. Par exemple, je lis pas les commentaires qui disent qu'on est des parents défaillants. Moi, je sais comment j'éduque mes enfants. Je sais comment la peine qu'on se donne avec mon mari pour éduquer nos enfants et pour leur donner des valeurs et des principes. J'en ai rien à faire de ce qu'ils disent, ça m'intéresse pas. Ils me touchent plus, ces gens-là. Enfin, quand on voit leurs actes, ça doit plus nous toucher. Alors, il se trouve que la question des violences policières, donc qui s'abat, comme on l'a vu, spécifiquement sur les habitants des quartiers populaires, elle s'est malheureusement aussi démocratisée, on pourrait dire, puisqu'aujourd'hui elle s'étend au mouvement social, aux militants du mouvement social, et plus récemment, par exemple, au mouvement des Gilets jaunes. Alors Geneviève Bernanos, c'est une chose que vous avez vécue personnellement, puisque vos fils sont tous deux des militants antifascistes. Et qui ont eu du coup à subir une répression policière qui est en fait à la fois une répression policière mais aussi surtout une répression politique. Alors pour rappeler rapidement les faits, mes deux fils Antonin et Angèle ont été interpellés dans l'affaire de la voiture de police brûlée sur le quai Valmy à Paris en mai 2016. Je rappelle le contexte, Nuit debout se déroulait sur la place de la République. Les policiers ont décidé, par provocation, d'aller manifester ce jour-là contre la haine anti-flic.
Amal, avec le collectif Urgence Notre Police Assassine, avait appelé à une contre-manifestation sur ces faits outranciers. Évidemment, mes 2 fils, qui étaient de jeunes militants, ont répondu comme toujours à l'appel d'Amal ou des autres collectifs sur ces questions des violences policières pour lesquelles ils se battaient, et ils se battent toujours. Et comme vous le savez, cette manifestation a été interdite au dernier moment, elle a été durement repoussée dans les rues adjacentes, et les manifestants ont croisé cette voiture de police qui a été brûlés et les policiers molestés. Mes enfants n'ont pas été arrêtés sur le fait. Ils ont été ciblés, identifiés, et ils ont été arrêtés bien plus tardivement à mon domicile sur la base d'un renseignement d'un témoin anonyme qui s'est avéré être un policier. Donc ce que je voulais mettre en valeur dans cette démarche que j'avais dénoncée à l'époque quand j'ai commencé à comprendre tout le mécanisme médiatique, policier et judiciaire qui s'abattait sur mes enfants, c'était effectivement que les militants, les jeunes militants antifascistes étaient ciblés, particulièrement visés, et on construisait autour de leur personnalité un récit. 2 frères, cerveau de l'affaire, c'était quand même pas mal pour la presse. On construisait l'image du jeune étudiant blanc des quartiers parisiens pour bien les opposer à ceux qui étaient victimes dans les quartiers populaires, ou même à ce policier qui était un policier noir. Voilà, donc c'était, on cherchait à inverser tous les propos de manière extrêmement perverse. On cherchait donc à faire passer mes fils pour ces petits blancs des quartiers parisiens, ensuite à des militants, ensuite à des ultras. Les ultras, c'est pour le foot, c'est pas pour les militants, et ensuite à des black blocs, à des gens violents qui auraient été dépossédés de toute idée politique, bien entendu. Donc cette construction de ces personnages, de cette figure du militant qui n'a plus d'idée à porter sinon que de casser des vitrines ou de taper du flic, ça a été un moment pour moi où il a fallu que je comprenne un peu tout ce qui se passait. Je vous rappelle ce contexte avec des images vidéos qui tournaient de manière virale sur tous les réseaux et sur toutes les télévisions. Le gouvernement, à cette époque, était totalement dépassé par ce qui se passait dans le cadre de la loi travail. Et donc, ils avaient eu besoin de taper fort et de montrer qu'ils ne se laissaient pas faire. Et ils ont donc arrêté et jeté en prison mes 2 fils. J'ai dû mener une bataille judiciaire tout à fait incroyable, parce que on ne s'attend pas, évidemment, nous en tant que parents, on ne s'attend pas à devoir faire face à des montages, voilà, à des stratagèmes et à des processus. Et il m'a fallu comprendre tout ça, comprendre que tous ces processus avaient déjà été expérimentés dans les quartiers populaires, que quand on demande justice contre la police, on ne l'a pas dans ce pays. Je crois que Amal a eu le seul cas où quand on a affaire à la police devant soi, on n'a jamais justice. Donc bravo Amal. Mais en France, comme en Europe d'ailleurs, chaque fois qu'on se retrouve devant les institutions, devant la police, on n'a jamais justice. Je pense à Rémi Fraisse, mort à Sivens en 2014, et le non-lieu a été déclaré. Je pense à Carlo Giuliani en Italie, qui est mort lors du G8 à Gênes. Voilà, je pense à toutes ces situations, tous les jeunes des quartiers populaires qui meurent et qui n'ont jamais justice quand il s'agit de morts de crimes d'État. Ce sont des crimes d'État puisque ce sont les policiers qui les commettent. Donc dans cette affaire, le parallèle se fait parce qu'on accuse mes enfants d'avoir attaqué un symbole de la République, des personnes dépositaires de l'autorité.
cette histoire, qu'est-ce qu'elle dit en fait du positionnement des États et des gouvernements et des politiques sur les jeunes militants antifascistes, sur les militants syndicaux et de manière générale aujourd'hui sur tout ce qui peut s'apparenter à quelqu'un qui conteste la politique. Antonin était l'ami de Clément Méric, qui était mort quelques années auparavant sous les coups de groupuscules néo-nazis. À ce moment-là, si vous vous en rappelez bien, Valls avait proclamé à l'Assemblée nationale « Nous sommes tous des antifascistes ». Il a cherché, je pense, à s'allier l'appui de ces groupes antifascistes qui, bien entendu, du haut de leurs 18 ans à l'époque, ont repoussé ces infâmes invitations à coopérer pour leur rappeler combien leur combat auprès des quartiers populaires, auprès des migrants, auprès de tous ceux qui subissaient les violences policières ne pouvait pas être compatible avec une alliance avec un gouvernement. Je crois que ce camouflet qui a été reçu par l'État, par ces gamins à l'époque, Valls en a gardé une brûlure. Et quand les amis d'Antonin parlent de vengeance d'État, aujourd'hui, je vois bien ce qu'ils veulent dire. Puisque 3 ans après la mort de Clément, c'est Antonin, son ami, antifasciste, qui se retrouve en prison. C'est un signe assez fort qui est donné à la montée, à la manière dont les idées d'extrême droite se sont finalement immiscées très tranquillement, alors depuis longtemps dans les quartiers populaires, mais finalement tranquillement dans toutes les institutions. Je pense que là-dessus, il faut... Je lisais cette semaine un article dans l'IB où les syndicats de police, Alliance et autres syndicats proches de l'extrême droite s'offusquent et font des communiqués contre les juges qui ont décidé d'examiner les affaires qui vont être passées à l'IGPN. Alors évidemment, Brigitte Julien, elle les a déjà un peu dédouanés, mais en tous les cas, certains juges ont dit qu'ils examineraient ces dossiers et que s'il devait y avoir des sanctions, il y en aurait. Et si vous avez lu cet article dans l'IB, les syndicats de police menacent les tribunaux, menacent les juges en disant ça ne se passera pas comme ça. Et c'est assez symptomatique du lien perfide qui existe, incestueux qui existe entre ces institutions. Pourquoi ? Parce que les juges ont besoin des policiers pour mener leurs enquêtes. Les juges remplissent les prisons. Les prisons, elles ne se remplissent pas toutes seules, ce n'est pas les policiers qui envoient les gens en prison. Il y a une petite perversion entre ce triptyque de nos institutions. Et si les policiers menacent de débrayer, de faire grève, les politiques sont tétanisés, sont terrifiés. Pourquoi ils sont terrifiés? Parce qu'ils ont créé une menace de terrorisme islamophobe ces dernières années, et ils ont besoin de montrer que la police est là pour nous protéger de ces grandes menaces. Si leur principal bras droit, bras armé, fait la grève, évidemment ça ne va pas marcher et ils seront totalement décrédibilisés. On voit bien que ces institutions ont une relation incestueuse qui ne peut pas fonctionner. Yessa le disait tout à l'heure, il faut dépayser les jugements. Et bon, même en les dépaysant, je ne veux pas la décourager. Ça reste quand même de toute manière des institutions qui se tiennent par la barbichette. Quelle confiance peut-on avoir dans ces institutions ? Pour revenir à mes fils, voilà le parcours qu'on a dû mener. On a dû constater qu'ils avaient été arrêtés, qu'ensuite on avait créé, inventé des preuves pour pouvoir les accabler. Alors les preuves, quelles sont-elles? C'est des baskets noires, un jeans, un kawaii, voilà, la tenue de tous nos enfants.
Même il n'y a pas besoin d'aller en manifestation pour ça. Mais voilà, donc c'était assez léger comme dossier. Angèle a été relaxé. Angèle a fait 1 mois et demi de prison. Il a été éloigné de Paris pendant 9 mois, interdit de vivre chez moi, alors même que la juge Lucie Berthézen avait, dès la première semaine, la totalité des preuves écartant mon fils des faits qui pouvaient lui être reprochés. C'était donc dur. Antonin est resté 10 mois en détention provisoire. Nous avons dû mener 3 demandes de liberté pour parvenir à le sortir de cette situation et pouvoir l'aider à préparer son procès. Dans ce procès, il a été jugé coupable des faits qu'il n'a jamais reconnus et il a été condamné à 5 ans de prison, dont 2 avec sursis. Il a donc été réincarcéré, non pas après la décision du tribunal qui l'avait laissé libre, mais à la suite d'un défonçage de porte chez moi, parce qu'il faut bien donner quelques sucreries aux policiers et leur permettre de s'amuser. Donc ils sont venus défoncer ma porte pour l'arrêter, parce qu'une lettre, un timbre, un coup de téléphone, ça suffit pour se présenter devant la justice. Donc Antonin a été réincarcéré encore 5 mois, le temps que nous préparions un aménagement de peine. Il est resté 6 mois sous contrainte pénale avec un bracelet électronique et puis encore 6 mois en liberté conditionnelle. Tout ceci s'est achevé le 10 avril dernier. Il a encore des peines financières très importantes à payer qui sont assorties à ses condamnations. Donc le 10 avril, il est sorti là, de cette situation pénale, de contrainte pénale. Et j'ai été assez naïve pour penser qu'il avait payé des faits qu'il n'avait pas commis, mais qu'on allait le laisser tranquille. Et bien 5 jours plus tard, le 15 avril, Antonin a été à nouveau arrêté par la police dans le contexte d'une bagarre d'une bagarre de rue entre groupuscules fascistes et les antifascistes. Dans ce contexte plus général des Gilets jaunes, il faut le rappeler, puisque les antifascistes ont contribué extrêmement fortement pendant toute la durée du mouvement à soutenir les Gilets jaunes et à empêcher cet amalgame que le gouvernement voulait faire systématiquement des Gilets jaunes qui auraient été des fascistes, des gens d'extrême droite, des antisémites, des islamophobes. Et donc les jeunes du groupe antifasciste ont épaulé les Gilets jaunes pendant toutes les manifestations. Et pour punir à nouveau les antifascistes d'avoir empêché cet amalgame, je rappelle que quand même... Voilà, les élections européennes ont montré des résultats catastrophiques pour La République en marche. Antonin, 5 jours après avoir payé sa première peine, a été arrêté. Il ne reconnaît pas les faits qui lui sont reprochés. Apparemment, le dossier d'enquête est vide. J'ai pu avoir quelques éléments de connaissance mardi dernier en allant assister à une audience d'appel que nous formions sur les 2 demandes, sur la demande de liberté provisoire que nous avons faite, parce qu'Antonin a été le seul à être renvoyé en prison sur son profil de militant et son profil de récidiviste. Les autres... jeunes mis en cause dans cette affaire, pour certains, sont sous simple contrôle judiciaire, et les fascistes qui étaient présents lors de cette rixe, eux, ont porté plainte et n'ont pas du tout été inquiétés d'une quelconque manière par la police. Donc quand je dis que les antifascistes sont ciblés, je ne suis pas complotiste. Hein. J'établis des faits, je regarde les choses et je me suis souvenu tout à fait récemment que cet hiver, lors d'une manifestation des Gilets jaunes, j'ai été appelée par l'avocat de mon fils pour me dire que Antonin aurait été arrêté avec Julien Coupat. Antonin et Angèle, les frères Bernanos, auraient été arrêtés avec Julien Coupat le jour où Julien Coupat a passé une journée en garde à vue
alors qu'il se rendait à une manifestation à Paris. Antonin était à l'étranger ce jour-là, donc j'ai rassuré mon avocat et moi je manifestais paisiblement avec mon autre fils. Quelques semaines après, le journal du dimanche fait état d'Antonin Bernanos, militant antifasciste, aux abords de violences qui se seraient déroulées à Paris ce jour-là. Mon fils était en province. Voilà comment on construit des cibles. Voilà comment les renseignements généraux construisent des parcours. Et voilà comment Antonin aura eu 5 jours pour respirer avant d'être renvoyé aujourd'hui à Fresnes. J'ai pu le voir pour la première fois hier. La juge d'instruction en charge de ce dossier est doyenne des juges d'instruction, Sabine Kéris. Elle est donc débordée, elle a beaucoup de choses à faire. Donc elle a perdu nos permis de visite. Et il a fallu que je fasse un recours auprès de la chambre d'instruction, auprès de la chambre d'appel pour avoir enfin la validation de mes permis et de pouvoir voir mon fils hier au parloir. Antonin a été placé à l'isolement médiatique depuis le 9 mai, sous prétexte qu'il est un prisonnier à forte couverture médiatique, mais surtout qu'il est un militant d'extrême gauche affilié aux Gilets jaunes. Et c'est pour cette raison qu'il a été placé à l'isolement médiatique. De ce fait, il ne reçoit pas ses courriers. Il n'a pas accès au centre scolaire. Mon fils est étudiant. Il fait son master à l'École des hautes études de sciences sociales. Il est plutôt brillant. Et donc, la police et la justice sont en train de mener une œuvre de désinsertion sociale complète pour lui, mais c'est sans compter sur sa détermination à lire, à observer, à travailler, à continuer à garder son esprit libre malgré tout. Donc voilà un nouveau combat que nous devons faire. Je m'étais plutôt orientée ces derniers mois à soutenir les autres mamans. Je vais continuer à le faire. On a eu à se soutenir avec les mamans de Mantes-la-Jolie. J'ai pu rencontrer aussi les parents du lycée Arago. Je suis allée à Ivry soutenir les enfants qui avaient été mis en garde à vue pour un tag sur les murs Macron démission, des perquisitions, des gardes à vue insoutenables pour leurs parents. Je rappelle que dans le mouvement des lycéens, c'est un jeune lycéen qui a perdu un œil par un tir de flashball à Garches, à Orléans, un crâne fracassé. Et puis je rappelle avant Bergson. Alors toutes ces images nous choquent énormément, bien entendu, mais je ne sais pas jusqu'à quel point, quelles attentes il faudra à nos enfants pour que ça nous révolte tous. De manière massive. Merci. Merci. Alors, je suis désolée pour les interventions dans le public. En fait, on me dit à l'oreille qu'on a déjà passé l'heure. Donc, on va pas pouvoir prendre d'intervention, malheureusement. Je sais qu'il y en avait. Mais on va continuer. Donc, on va continuer le deuxième volet de cette émission. Je tenais vraiment à vous remercier infiniment pour votre présence, pour vos interventions, pour vos combats aussi. Et puis je vous libère, vous êtes libre. Merci encore infiniment. Je vais garder Norman avec moi. Et on va recevoir Franco Lolia de la brigade anti-négrophobie. Alors, on va attendre Norman qui est parti se rafraîchir. Oui, alors ce qu'on voit apparaître, c'est un dessin qui a été réalisé par Sadri Khari,
un dessin en hommage au combat qui est mené par ces lycéens et par leur famille. Donc on y voit un lycéen qui est sur le dos d'un agent de police et qui dit à genoux mais pas sage. Voilà, c'est un très beau dessin, très évocateur, très politique aussi. Alors on a voulu revenir ce soir sur les propos indignes qui avaient été tenus par la chroniqueuse Christine Angot durant l'émission On n'est pas couché. Alors pour rappel, cette dernière avait affirmé qu'il existerait une différence fondamentale entre l'extermination des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale et l'esclavage et la traite transatlantique, notamment parce que l'esclavage aurait eu, donc selon elle, pour souci de maintenir, je cite, en bonne santé les Noirs quand les Juifs, eux, étaient tout simplement exterminés. Alors, bien sûr, l'idée de ce débat, c'est pas de se focaliser sur Christine Angot, et d'ailleurs, vous le dites vous-même, qu'elle n'est finalement qu'un fusible, vous dites qu'elle n'est qu'un fusible d'un système politique et médiatique bien rodé, que vous appelez justement la négrophobie structurelle. Est-ce que vous pourriez du coup développer un peu l'analyse que vous avez tirée Disons que comment essayer de développer ça sans être long, c'est dire que déjà on part du postulat que l'ère postcoloniale est un mythe, c'est-à-dire ça n'existe pas, c'est quelque chose qu'on matraque pour faire croire que la France est le pays des droits de l'homme, alors que le pays des droits de l'homme est lui-même un mythe puisqu'il faudrait le prouver. Et donc il faut partir de ce postulat pour comprendre que ce qu'on veut dire, c'est-à-dire que effectivement Christine Angot, c'est elle qui a prononcé ces paroles, mais elle-même est conditionnée pour être convaincue de ce qu'elle a prononcé. Donc il y a un système bien rodé qui façonne la pensée, qui forge la pensée et qui se sert, par exemple, c'est pourquoi on parle de fusible, parce qu'il suffira de remplacer comme un plomb qui saute, le plomb, pour que le courant continue à passer. Et l'émission de Laurent Ruquier est très symbolique, hein, on n'est pas couché de cette démonstration, puisque lui, il est un peu comme un chef d'orchestre, il y a deux animateurs ou animatrices qui sont là et qui sont effectivement comme des fusibles, c'est-à-dire ils disent les conneries ou pas des conneries, et s'il y a un problème, c'est comme l'État, c'est le ministre qui saute, c'est l'animateur qui saute, et le process, lui, continue de tourner. Donc on est vraiment dans comme le disent certains, une fabrique du consentement, une fabrique de l'opinion publique et tout ce qui s'ensuit. Et donc on ne pense pas que c'est un accident, c'était vraiment quelque chose de volontaire, même si elle, je ne peux pas être dans sa conscience pour savoir si elle avait conscience de l'énormité qu'elle a sorti sur le coup, mais en tout cas c'est un discours très bien rodé d'un système qui se sait criminel contre l'humanité, notamment négro-africaine, et qui veut essayer de se défaire de cette culpabilité en atténuant cette responsabilité, en la transvasant vers les victimes, qui sont les Noirs en l'occurrence, et en faisant croire qu'en fait la colonisation a été un bienfait, l'esclavage a été un bienfait, et donc c'est une mystification de tout ce contexte-là, au même titre que les chiffres qui sont donnés sont aussi des mystifications. On parle de 10 à 12 millions de morts, donc en 4 siècles, il y aurait eu à peine le double de morts que ceux qu'on comptabilise pour la Shoah, donc c'est tout ça qu'il faudra interroger. C'est dire que notre pensée est colonisée, et c'est de ça qu'on parle. C'est-à-dire que le problème central, on veut nous détourner vers Christine Angot comme si elle est comme un épouvantail, mais en vérité, c'est l'arbre qui cache la forêt d'un système très sournois, qui en fait masque sa criminalité derrière le masque des droits de l'homme et son entreprise génocidaire et négrocidaire pour notre cas précis. Voilà à peu près ce que je peux dire pour elle. Norman, je te laisse intervenir sur ce que tu as entendu. Merci. Juste pour introduire, revenir un petit peu juste sur ces propos, puisqu'effectivement, ces propos ont été prononcés, il se trouve qu'ils ont été prononcés par Angot, mais de fait, infusibles, ils auraient pu être prononcés par quelqu'un d'autre, et surtout, ils ont été prononcés avant. C'est ça qui m'intéresse.
aussi, c'est que toute cette rhétorique selon laquelle les esclaves étaient bien nourris, en bonne santé, etc., c'est une rhétorique qui est très ancienne, et qui en réalité aussi ancienne que la traite transatlantique elle-même. C'était un discours qui était le discours officiel de la plantocratie, des planteurs, des esclavagistes eux-mêmes. En réalité, l'esclavage n'était pas un système où les esclaves étaient bien nourris, même les récits d'esclaves en attestent. La situation constante était une situation de faim. Effectivement, puisqu'il s'agissait non pas d'avoir des personnes qui étaient en pleine possession de leurs moyens, puisque, étant donné, disons, la différence quantitative sur les plantations entre les Noirs et les Blancs, des personnes en pleine possession de leurs moyens, c'est des personnes qui auraient facilement mené des révoltes efficaces. Il fallait les maintenir aux abois. Et pour ce faire, la faim était l'un des outils de cette logique plantocratique, de cette logique de l'exploitation et de la surexploitation sur les plantations. Autre chose, au-delà simplement de cette question de faim, il y a évidemment la question de la santé. Bon, on ne va pas parler des conditions, d'une précarité immense en ce qui concerne l'hygiène, etc., aussi bien dans les négriers que sur la plantation. Mais aussi, en arrière-plan de tout ça, on a un aspect de négrophobie, intrinsèque, qui est l'idée que, fondamentalement, le noir, c'est celui qui résiste, c'est celui qui est indifférent à la situation dans laquelle il est, et c'est-à-dire c'est celui qui est fait pour ce travail, c'est celui qui se réalise dans ce travail, c'est celui qui est capable d'endurer, qui est capable de rester en bonne santé, qui est toujours en bonne forme, et qui, d'une certaine manière, est heureux, se réalise dans l'esclavage. Et voilà, ça nous rappelle certains propos d'une ministre sur les nègres qui étaient favorables à l'esclavage, de la même manière que les femmes voilées aiment porter leur voile, si on se souvient de ce truc de Rossignol. Bon. Tout ça participe, en réalité, elle a été ventriloquée, elle a été habitée par un propos qui est le propos essentiel, le discours essentiel des esclavagistes eux-mêmes. Et 2 siècles, 3 siècles plus tard, elle l'a resservi. Comme si pas de travaux avaient été faits là-dessus, comme si il y avait encore une pertinence à parler de la sorte. Et en conséquence, lorsque après elle dit qu'elle s'est excusée, qu'elle a voulu, en réalité, qu'elle n'a pas été capable, je ne sais pas quoi, de transmettre ce qu'elle voulait effectivement transmettre, c'est-à-dire que l'esclavage était également un phénomène horrible, mais différemment horrible, il aurait encore fallu qu'elle parle de l'aspect effroyable de l'esclavage, de l'aspect effroyable de la traite. Qu'est-ce qu'elle a dit des sévices? Qu'est-ce qu'elle a dit des rapts? Qu'est-ce qu'elle a dit des humiliations, des coups de fouet? Qu'est-ce qu'elle a dit du système esclavagiste en lui-même? Les seuls propos qu'elle a eus sur l'esclavage étaient des propos positifs, exclusivement des propos positifs. Bien nourris, en bonne santé, bien traités, avec l'autre imbécile de Gisbert à côté qui opinait du chef comme les petits chiens à l'arrière des voitures américaines. Hein. C'est exactement pas un seul propos négatif sur l'esclavage. Et après, elle vient faire croire qu'elle voulait parler de 2 phénomènes horribles, en n'ayant pas un seul mot sur la violence de l'esclavage. Pas un seul. Voilà quelque chose qui est quand même un étrange paradoxe et qui montre bien que même quand on pense, même quand on croit, même quand on s'imagine décrire les abominations de l'esclavage, les seules idées, les seules images qui nous viennent en tête, c'est celles de nègres souriants qui ramassent du coton en chantant. Parce qu'évidemment, elle a parlé des États-Unis. Très étrangement, elle n'a même pas évoqué la situation des Antilles françaises ou de la Réunion, bien entendu. Alors, il y a une autre dimension aussi qui est intéressante dans ce qu'elle a évoqué. Bon, d'abord, il faut rappeler que c'est une émission enregistrée, donc c'est-à-dire qu'il y a des gens qui l'ont vue, et donc elle a été validée ensuite par la production, que ces propos sont passés tout à fait, on dirait, inaperçus, quoi. C'est des propos qui paraissaient tout à fait acceptables par tout un ensemble de gens, je suppose. Alors,
comment est-ce que vous expliquez qu'il est si banal en fait de faire passer pour dérisoire des crimes contre l'humanité, donc quand ils sont liés par exemple à la colonisation, quand ils sont liés à la question noire, quand en même temps l'Holocauste est admis, est facilement admis, et à raison, comme étant une monstruosité abjecte de l'histoire occidentale, alors que tous ces crimes ont pourtant une même source, une même généalogie qui est liée au racisme et liée à la suprématie blanche. Oui, c'est clair que tous ces crimes ont une racine, c'est ce qu'on appelle le racisme, qu'on différencie de la xénophobie, et que nous, aujourd'hui, on appelle racisme d'État. C'est vrai qu'il faut noter aussi que si je ne suis pas un féru de la Constitution française, ni même de l'histoire de France, mais il me semble que la notion de race rentre dans la Constitution après la Seconde Guerre mondiale. Donc, ça laisse entendre que tous les crimes contre l'humanité, si je ne me trompe pas dans mon propos, qui ont été commis avant, ne sont pas considérés comme tels. Il a fallu attendre que des Blancs soient génocidés pour que, effectivement, l'Europe se rende compte de la monstruosité de l'arme idéologique que s'avère être le racisme. Tant qu'il était appliqué contre je dis volontairement le mot nègre de Namibie, les héros et tout ce qui s'ensuit, tant qu'il était appliqué contre les Africains déportés, etc., ce n'était pas reconnu comme un crime contre l'humanité. Il a fallu donc que des Blancs soient victimes de l'arme idéologique inventée par des Européens, des pseudo-scientifiques européens, donc le concept de race qui est totalement infondé, pour que d'un coup, comment on appelle ça, les organes internationaux tels que je ne sais pas quoi, parce que bon, ils ont plein de noms, se mettent à rentrer dans la Constitution qu'on ne doit pas différencier les gens en fonction de leur race, leur sexe, etc. etc. C'est déjà un marqueur du racisme structurel, institutionnel de la société, et particulièrement de la société française. Ensuite, effectivement, il est important de noter que cette émission n'est pas en direct. On l'a dit et redit. Donc, ça veut dire que des gens ont validé ce propos. D'ailleurs, il est intéressant de savoir que moi, par exemple, le racisme, je l'ai compris notamment beaucoup par rapport à la télévision, les films, la manière de nous coloniser mentalement et tout ce qui s'ensuit. Une des raisons qui nous fait dire que la colonisation n'est pas finie, elle a juste changé de forme. Et donc, il faut bien comprendre que la structure même des émissions de télévision, le fait qu'il y ait très peu d'émissions en direct, en disent long sur la nature des démocraties dans lesquelles nous sommes, puisque la parole est parfaitement maîtrisée, elle est tenue en laisse comme un chien, et en fait la pensée n'est pas libre. Et la preuve en est, c'est que le droit de réponse qu'a offert Laurent Ruquier, et donc France Télévisions, qui est service public et donc une vitrine de l'État français, qui en fait est responsable de ces propos-là, a été parfaitement orchestré pour faire croire que la démocratie existe. Ça veut dire que comment ça se passe? Il y a un antiracisme qui a pignon sur rue, qui est en fait un antiracisme néocolonial, qui ne fait que faire croire qu'il combat le racisme, mais en fait renforce les structures mêmes du racisme d'État. Et donc cet antiracisme, on crée donc des personnalités de renom qui sont adoubées par l'État français, le même qui produit du racisme systémique et tout ce qui s'ensuit, qui sont subventionnés par ce même État français et tout ce qui s'ensuit. Et donc, on les médiatise à outrance, alors que nous-mêmes qui appartenons au champ de l'antiracisme politique, nous sommes complètement invisibilisés et même transformés en monstres terroristes, racistes, anti-blancs et j'en passe. Et donc, on a vu la démonstration, c'est-à-dire il y a eu une contre-offensive, non pas une offensive de l'antiracisme politique, à laquelle nous avons fait partie en tant que brigade anti-négrophobie. Et pour calmer le jeu et faire croire que la démocratie existe, eh ben, ils ont appelé leurs interlocuteurs, je ne dirais pas en carton parce que ce serait insultant pour eux, mais chacun comprendra ce que je veux dire. Et ils ont organisé une mise en scène théâtrale pour faire croire qu'en fait, un débat était en train de se discuter, qu'en fait, on était en train de se repentir, alors qu'en fait, il y a une continuité et il n'y a jamais un traitement de fond de la question, une volonté de réparer réellement le mal et tout ce qui s'ensuit. Et pour mettre les pieds dans le plat,
je dirais, parce qu'il y a mille choses à dire, mais qu'il est clair pour nous que Christine Angot, et à travers elle, tout le service public, puisque cette émission n'était pas en direct, a hiérarchisé les crimes contre l'humanité, a hiérarchisé les racismes, et en faisant cela, elle n'a pas été, innovante sur la question, ou en tout cas une révolutionnaire sur la question, puisqu'elle n'a fait que poursuivre une coutume de l'antiracisme néocolonial français, qui rime avec racisme et d'État français, qui rime avec la notion de lutte contre le racisme et l'antisémitisme, qui en soi participe de manière très invisible, mais très visible. Hein. Ça devient invisible parce qu'on nous matraque idéologiquement pour qu'on ne comprenne pas ce qu'on doit comprendre, mais en fait, dans la structuration de cette lutte contre le racisme et l'antisémitisme, qui ne serait pas un racisme comme les autres, il y a toute la structure hiérarchique qu'a mis en place Christine Angot en essayant de faire croire qu'elle n'a jamais au grand Dieu pensé ce qu'on a pensé, parce qu'on serait trop idiot pour comprendre ce qu'elle a voulu dire. Et elle a essayé de nous traduire en langue plus compréhensible ce qu'elle a réellement voulu dire, qui en fait n'était que quelque chose qui nous voulait du bien, et jamais au grand jamais tout ce qu'elle a voulu dire. Norman, sur cette hiérarchisation en fait des crimes contre l'humanité, qu'est-ce que tu aurais à dire? Pourquoi est-ce qu'il ne semble pas y avoir assez de place en France, dans l'histoire de ce pays, pour tous les crimes qui ont été commis? Il n'y a pas assez de place pour tous les crimes. C'est drôlement dit. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de place pour tous les crimes. Ils en ont fait tellement. Il faudrait des bibliothèques et des bibliothèques. Mais pour revenir là-dessus, c'est clair qu'il y a, disons, ils installent une espèce de discontinuité historique, mais pas au bon endroit, je dirais. Pas au bon endroit. C'est plus facile, disons, de remettre en cause son histoire, de remettre en cause sa civilisation, l'état de la manière dont il a fonctionné, en réfléchissant à quelque chose qui s'est passé il n'y a pas trop longtemps. Et effectivement, Franco l'a dit, c'est à partir de la deuxième moitié du XXe siècle qu'on a eu la question de la race et de l'absence d'une inégalité raciale inscrite dans la Constitution. C'est là aussi qu'on a eu dans un certain nombre de constitutions, notamment la Constitution allemande, la Constitution aussi, je crois, japonaise, des notions de dignité qui sont apparues. On veut dire que voilà, l'État respecte la dignité, l'État est le garant de la dignité de tout le monde, et divers éléments comme ça. Et ça permet de faire croire que c'est que depuis un petit temps, pas trop longtemps, que les États européens se comportent de manière injuste. Mais en réalité, il faudrait remonter à bien plus longtemps. Il faudrait remonter à la question de l'extermination des Amérindiens. Il faudrait remonter à la traite transatlantique. Il faudrait remonter à l'expansion impérialiste, coloniale, en Afrique, en Asie, en Amérique latine, etc. Il faudrait remonter à tout ça. Et ça constitue une espèce d'acte d'accusation dans lequel il n'y a pas de place pour tous les crimes, et dans lequel on est obligé de remettre en cause l'idée même de la civilisation européenne qu'on se fait, l'idée même de ses soi-disant bienfaits, etc. Et on est obligé de considérer tous les aspects sombres, sinistres de déshumanisation comme faisant partie intégrante de l'émergence de cette modernité et de cette civilisation. Et ça, c'est pas du tout ce qu'on a envie de faire. Et donc, à cet égard-là, c'est bien utile d'avoir cette espèce de crime qui, comme l'a rappelé Franco, était un crime qui, aujourd'hui, qu'on peut voir comme s'adressant à des Blancs, c'est quelque chose de beaucoup plus commode. Mais en réalité, pour prendre une formule qui n'est pas de moi, qui est une formule peut-être un petit peu polémique, mais que j'aimerais soumettre à la discussion, les Noirs sont entrés dans les bateaux depuis l'Afrique comme des Igbo, comme des Yoruba, etc., etc. Et ils sont sortis comme des nègres. Les Juifs sont entrés dans les trains, ceux qui ont eu la chance de survivre en sont sortis comme des Juifs. Et pire encore, à partir de 1948, à partir de la fondation de l'État d'Israël, ils en sont sortis comme des Blancs. C'est-à-dire qu'ils ont été admis au banquet des nations.
avec un État-nation, avec une participation ethnique à ce qui était censé être, disons, la race supérieure, la master race. Et ça c'est quelque chose quand même qu'il faut prendre en compte, et c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte pour constater ce qui se passe aujourd'hui. En réalité, tout le mouvement décolonial a toujours considéré qu'il y avait une continuité fondamentale entre les différentes expressions du racisme. Une continuité dont, disons, l'extermination, la destruction des Juifs d'Europe est une forme d'expression d'une violence inouïe. Et en même temps, il faut bien considérer qu'aujourd'hui, dans les formes du racisme, il y a des choses qui ont changé. Ce n'est pas pour avaliser le fait que l'antisémitisme serait à mettre à côté du racisme comme quelque chose d'autre, mais il faut admettre que ces formes contemporaines, dans les démocraties occidentales, ne sont plus les mêmes. Il faut admettre qu'aujourd'hui, qui subit une logique d'ordre génocidaire, qui meurt en Méditerranée par des dizaines de milliers d'individus? Ce sont des personnes qui sont des Africains, des personnes qui viennent du Moyen-Orient, des personnes qui viennent d'Afrique du Nord, sont des Noirs, des Arabes. Sont ceux-là qui sont considérés comme des êtres simplement abjects qu'il faut laisser mourir et qui causent le fait que les gardes frontières de Frontex, l'organisation, l'agence européenne de défense des frontières, se transforment en des naufrageurs qui les laissent mourir. Qui laissent mourir ces personnes parce qu'ils sont considérés comme moins que des humains. Est-ce que, aujourd'hui, les Juifs subissent ce type de violence? Ça ne veut pas dire qu'ils n'en ont pas subi, ça ne veut pas dire que l'antisémitisme n'existe pas, loin s'en faut, mais l'antisémitisme aujourd'hui en Europe est un racisme moral. On parle d'antiracisme moral. Eh bien, l'antisémitisme, c'est un racisme moral, c'est-à-dire qu'il circule dans la société sous la forme d'un certain nombre de clichés qui peuvent causer, évidemment, je n'oublie pas des passages à l'acte, de la part de certains individus qui vont tenter de piller des Juifs, les séquestrer, les assassiner, etc., parce qu'ils s'imaginent qu'ils sont pleins d'argent, etc. Mais sous cette forme-là, cet antisémitisme n'est pas un antisémitisme d'État. Pas un antisémitisme d'État. L'antisémitisme d'État, c'est celui qui considère que l'antisémitisme, c'est autre chose que du racisme, qui met les Juifs à part et qui les coupe de cette histoire-là. Mais il n'y a pas de brutalité institutionnelle comme celle qu'on subit dans les quartiers populaires, comme celle qui relègue les descendants de la colonisation à faire partie des classes les plus basses de la société, à avoir accès à des emplois subalternes, etc., etc. Il faut bien prendre conscience qu'aujourd'hui, les manifestations du racisme que subissent les Noirs et les Arabes et celles que subissent les Juifs ne sont pas les mêmes, elles ne sont pas de la même intensité, elles ne sont pas du même ordre. Le racisme d'État aujourd'hui, c'est islamophobie et négrophobie de manière essentielle. C'est peut-être aussi l'occasion de clarifier, tu sais, cette terminologie qui est extrêmement polémique aujourd'hui, qui est le mot de philosémitisme. Peut-être que c'est l'occasion de faire comprendre aussi ce que cela signifie. Déjà, peut-être aussi de ce que ça signifie, c'est-à-dire que ce n'est pas le contraire de l'antisémitisme. Donc ça ne laisse pas entendre l'idée que les Juifs auraient plus de pouvoir ou je ne sais quoi, mais que c'est une variante contemporaine de l'antisémitisme. Oui, bien sûr. Le philosémitisme, c'est une variante contemporaine de l'antisémitisme, dans le sens où ça ne signifie absolument pas le pouvoir des Juifs, que les Juifs seraient au pouvoir, etc. Au contraire, d'une certaine façon, dans le philosémitisme d'État, c'est-à-dire le discours de l'État colonial que nous vivons aujourd'hui, sur les Juifs, il dépossède les Juifs de leur propre définition. Il dépossède les Juifs de la manière dont ils se définissent, puisque l'État ne cesse de parler des Juifs comme, disons, des individus menacés, des êtres qui seraient dans un état de perpétuelle précarité à cause notamment des Noirs et des Arabes, ce qui permet de faire aujourd'hui les Noirs et les Arabes à la faveur de cette description fantasmatique de l'antisémitisme actuel, les véritables racistes. Puisqu'on parlait tout à l'heure de la hiérarchisation des racismes, l'organisation qui s'occupe de soi-disant lutter contre l'antiracisme, ils ont ajouté maintenant la haine contre les LGBT, la DILCRA, de la bouche de son ancien boss, Gilles Clavreul, le préfet Clavreul, a clairement dit dans un entretien à Libération que l'antisémitisme, c'était d'une autre nature que les autres formes de racisme, et que c'était plus grave, plus déterminant, etc., etc. Bon,
je ne sais pas ce qu'il lui faut avec tout ce dont on a parlé tout à l'heure, mais il a clairement dit que c'était ça sa priorité, que c'était ça contre quoi l'État devait lutter fondamentalement. C'est ça le philosémitisme. C'est-à-dire, c'est la manière dont l'État produit une espèce de figure du juif comme une espèce à protéger. Et quel est l'enjeu, quel est l'intérêt pour l'État de faire cela? L'enjeu pour l'État de faire cela, c'est de criminaliser les Noirs et les Arabes et de faire de la lutte antiraciste une lutte d'État qui permet non pas de cibler les groupes fascistes, non pas de cibler ses propres agents, évidemment, puisque la mise en œuvre des crimes racistes les plus conséquents, c'est quand même celle qui concerne la police et ses agissements quotidiens dans les quartiers, c'est tout simplement d'effacer ça de la carte même du racisme et d'en faire des éléments qui n'ont pas à être pris en compte. Et de faire, disons, des principales victimes du racisme, celles qui doivent être ciblées et celles qui doivent être d'une certaine manière traquées. Et dans ce cadre-là, dans cette logique-là, eh bien, il s'agit de prendre en otage, d'une certaine manière, le non-juif et d'en faire, disons, le nom de l'éternelle victime que l'État héroïquement viendrait protéger, et en effaçant toute une tradition critique et anti-État qui vient de l'histoire de nombreux intellectuels, de nombreux militants juifs. C'est de fabriquer une image de l'histoire juive essentiellement conforme aux intérêts de l'État. Alors, il y a plusieurs interventions dans le public, on me dit, donc on va en prendre une. Oui, merci pour vos interventions. Moi, quand j'ai entendu Christine Angot, je me suis dit finalement, il y a quelque chose de pas surprenant. Elle tient un discours de la gauche classique. C'est pas en rupture. C'est dans la logique des positions de la gauche en général. Et je dirais que là, il y a quand même un problème que même la gauche marxiste la plus révolutionnaire partage, puisque j'ai baigné dedans depuis plus de 40 ans, à savoir qu'on a fait de l'esclavage et de la période des plantations un mode de production auquel aurait succédé un autre mode de production, le capitalisme, et donc les deux choses n'auraient finalement rien à voir. L'esclavage, ce serait un mode de production de l'Antiquité, dont il y aurait une surprenante et un peu bizarre résurgence comme ça dans le commerce transatlantique et les plantations dans les Caraïbes et le commerce du sucre, mais finalement bizarre, qu'on peut oublier, et d'ailleurs, on est passé dessus grâce à l'humanisme et grâce quand on s'est aperçu au début du 19e siècle que c'était affreux et que c'était pas digne de nos civilisations humanistes. Ça, tu mets bien le doigt là-dessus, je trouve, Norman, dans ton livre, et tout à fait raison. Non, c'est pas cette bonne volonté-là, ce sont les luttes des esclaves qui ont changé le rapport de force et qui ont modifié les choses, donc en particulier la révolte à Haïti, évidemment, qui a joué un rôle essentiel dans le changement des rapports de force et des choses. Et quant aux Européens, s'ils se sont inquiétés de l'esclavage, c'était d'abord parce que les gens qui faisaient le trafic réclamaient auprès des tribunaux anglais le fait d'être dédommagés en cas de perte d'esclaves le long du parcours. Et là, c'était juridiquement une question qui devenait insoluble. Mais je dis ça parce que aujourd'hui, il y a finalement assez peu de temps qu'on a un peu changé ce discours et qu'on dit non, le capitalisme, il a accumulé les masses gigantesques d'argent et de capitaux qui étaient nécessaires dans le commerce transatlantique. Donc on ne peut pas séparer la période de l'esclavage, ce qui s'est passé au XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle, XIXe siècle, du capitalisme. Ce n'est pas quelque chose de différent. C'en est la matrice. L'esclavage, c'est la matrice du capitalisme. C'est là que se sont accumulés. On sait ces grandes villes comme Bordeaux, Nantes, Liverpool, Paris, etc. Tous les grands quartiers les plus luxueux sont construits avec l'argent du commerce transatlantique et l'argent du sucre. Donc je crois qu'on commence aujourd'hui à penser un peu différemment les choses, mais c'est quand même très récent, à savoir que le lien qui existe entre notre capitalisme tel qu'il existe aujourd'hui, il est fondé sur cette période de l'histoire. C'est là que les masses d'argent se sont accumulées. C'est là que tout le travail non payé nécessaire a été obtenu pour créer le capitalisme moderne. Et à partir du moment où on fait du capitalisme quelque chose qui est l'héritier, qui s'est construit sur la base de l'esclavage, ça change les choses. Peut-être que si ça avait été fait plus tôt, les luttes ouvrières sont les héritières
d'une lutte contre un système qui est né avec la plantation. Ces plantations, en gros, qui sont les premières formes du capitalisme, puisque les premières usines qui crachent fumée, vapeur, autour duquel tout un travail de milliers de personnes est organisé de manière mécanique, fordienne avant l'heure, c'est les plantations. Quand les colons sont arrivés dans les Caraïbes, ils ont commencé d'abord par détruire l'ensemble de la nature, l'ensemble des forêts primaires. Ils ont ravagé l'ensemble des forêts. Et ils ont installé ces systèmes de plantations avec au centre les premières usines, les raffineries et les distilleries pour le rhum, qui faisait partie aussi de l'affaire. Et c'est le fonctionnement de l'usine qui était au milieu qui dictait le travail de tous ceux qui étaient autour. Et Ford le savait. Quand Ford invente le modèle de l'usine moderne, il a en référence le modèle de la plantation. Donc les capitalistes le savaient qu'ils étaient l'héritier de cette histoire. Parce que d'abord, ils en étaient souvent l'héritier de fortune. Mais le mouvement ouvrier, et même les marxistes, quand on parle d'accumulation primitive du capital, par exemple, chez Marx ou chez les marxistes, à mon souvenir, on ne parlait jamais de ce qui s'était passé aux Caraïbes, dans les colonies, et de l'économie sucrière qui a changé le monde. Il n'y a que maintenant que des historiens se penchent là-dessus et disent « le sucre et la culture du sucre a plus changé l'humanité que le pétrole ». Merci. On va prendre une dernière intervention. Assez brève, s'il vous plaît, parce qu'en fait, on est déjà en retard sur le timing. Désolée. Oui, je vais essayer d'être brève, mais je pense que je vais y arriver. C'est juste pour rebondir sur et t'appuyer, Norman, sur ce que tu dis, qui est toujours particulièrement intéressant et assez drôle. Il faut monter d'humour, c'est toujours sympa. Mais bref, non, quand tu disais que les Juifs sont sortis avec l'État d'Israël blanc, avec ça ou au-delà de ça, enfin, et en plus ils sont sortis avec un État. Et ça c'est quand même incroyable, il ne faut pas l'oublier parce que nous, les pays riverains de la Méditerranée de l'autre côté, eh ben quand même, je veux dire, tout le projet anticolonial au moment des indépendances, c'était qu'on arrive à avoir en fait des États. Et qu'est-ce qu'on en arrive aujourd'hui? On arrive à avoir des États qui sont devenus des États gendarmes, hein, comme tu dis avec Frontex, il y a quelques mois. La marine républicaine tunisienne a tué, je veux dire, a tiré de ses propres balles et tué du coup des Tunisiens qui essayaient, donc ses propres concitoyens qui essayaient de rejoindre l'Italie, je pense. Et au Maroc, la marine royale aussi, de ses propres balles, a tiré et a tué une concitoyenne, Hayat, une Rifaine. Donc on en arrive finalement aujourd'hui à non seulement... je veux dire, non seulement après la colonisation, on en est ressorti comme étant des moins que rien et déracisés, mais surtout on est ressorti avec une incapacité, enfin, ou une incapacité, non, pas une incapacité, mais je veux dire une chape de plomb qui a vraiment faussé toutes nos capacités ou toutes nos volontés de créer vraiment une force politique alternative, indépendante, avec toute la politique du tiers-mondisme, etc. Et je pense que c'est pas pour rien, d'ailleurs, que BDS a été criminalisé en Allemagne. Hein. C'est bien la preuve que les Palestiniens, d'ailleurs, qui sont à peu près le grand symbole de tout ça, on leur refuse absolument la possibilité d'avoir un État. Voilà. Je voulais juste ajouter un petit truc pour préciser pour celles et ceux qui ne le sauraient pas. Mais évidemment, je sais que tu le sais, mais l'Union européenne arrose ses forces de police du Maghreb de millions d'euros pour faire ce sale boulot. C'est pas qu'ils le font c'est pas du tout pour dédouaner ces régimes, loin s'en faut, puisqu'ils pactisent, mais en plus, ils le font pas par plaisir, ils sont payés pour le faire. Ils sont payés grassement pour le faire. C'est des millions et des millions d'euros que, à la faveur de différents plans, l'Union européenne budgète pour financer ça, pour outsourcer, désolé de parler en franglais, pour externaliser la production de sa répression. Franco, le mot de la fin. Oui, j'essaie d'être rapide, c'est dire que ces récits que je dirais coloniaux, parce que j'ai pas d'autres mots pour les qualifier, comme celui qu'a dicté Christine Angot, ce sont des récits qui visent à dévitaliser notre instinct révolutionnaire, notre instinct rebelle et tout ce qui s'ensuit. C'est un récit qui vise à romancer l'histoire de l'esclavage, à en occulter, à en extraire
toute l'horreur, toute la monstruosité et tout ce qui s'ensuit. Et malheureusement, comme notre système éducatif est complètement colonisé, la jeunesse, c'est dans cette source empoisonnée par le mensonge d'État qu'elle boit, qu'elle s'abreuve du savoir. Et c'est comme ça qu'on en arrive à des questions dans le panel d'avant, où effectivement on parlait, il faudrait qu'il y ait des rébellions, des révoltes et tout ce qui s'ensuit. Mais ces rébellions auront difficilement lieu tant qu'on s'abreuvera à cette source d'un savoir complètement colonisé et qu'on n'ira pas chercher un savoir qu'on aura nous-mêmes construit et tout ce qui s'ensuit. Je terminerai en disant que il n'y a pas de rébellion, il n'y a pas de révolte, et il y en aura difficilement parce que l'État néocolonial français, le racisme d'État français ou le pays des droits de l'homme, parce que c'est des synonymes, par exemple, a condamné après les révoltes de Villiers-le-Bel 2 frères Camara sans aucune preuve concrète à 12 et 15 ans de prison. Ça refroidit n'importe quelle personne inconsciemment qui veut après se rebeller. Comme au temps de l'esclavage, le nègre marron, on le mettait sur la place publique et on le suppliciait devant tout le monde pour dissuader quiconque de prendre le même chemin. C'est la même chose qui est fait donc avec Antonin. Au niveau de la classe, excusez-moi de différencier ça, mais ça se tient parce qu'au temps de Toussaint Louverture et Dessalines, ils regardaient la Révolution française et ils se disaient si peuvent le faire, on peut le faire. C'est pas en termes de mimétisme, mais c'est dire que c'était le seul écho qu'ils avaient. Et donc l'État français sait que si elle ne pénalise pas ces blancs, excusez-moi de le dire comme ça pour faire court, de telle manière, les racisés verront et se diront. Donc, au niveau de la classe et de la race, les sanctions vont être très fortes parce que ce qui compte, c'est que l'État reste le seul maître à bord et tout ce qui s'ensuit. Et je tenais à terminer en disant, par rapport à l'intervention du monsieur d'avant, qui disait qu'on ne peut pas séparer l'esclavage et le capitalisme. Je dirais plus que je parle là aux anticapitalismes primaires. On ne peut pas, voir dans la lutte anticapitaliste que la question de la résumer à une question de classe. Genre, on est tous main dans la main, etc. Parce que, j'ai coutume de le dire, l'esclavage, on peut le considérer comme un moteur. L'essence qu'il fallait mettre pour que le moteur tourne à plein régime, c'était la négrophobie, le sang des Noirs, la sueur des Noirs et tout ce qui s'ensuit. Tout anticapitaliste qui combat le capitalisme uniquement par la question de classe est un hypocrite qui s'ignore parce que le fondement même du système capitaliste, c'est le concept de race qui a permis de l'alimenter et tout ce qui s'ensuit. Et pour émanciper notre pensée, je tiens à dire qu'on n'accepte pas, nous, les termes de traite transatlantique qui invisibilisent le blanc et sa religion, alors qu'ils sont capables de le montrer quand ils parlent de l'esclavage fait par les arabo-musulmans et ils veulent qu'on voit leur nom, leur visage et leur religion. Nous, on parle d'esclavage négrier occidentalo-chrétien et de trafic négrier occidentalo-chrétien parce que ces gens avaient un visage reconnaissable et une religion reconnaissable avec laquelle ils nous ont assommés. Donc voilà ce que j'ai à dire pour la fin. C'est une excellente fin. Merci à vous deux, merci infiniment pour votre participation, pour vos interventions, vos propos. Merci au public de la colonie, merci à la colonie, merci à Kader Attia, donc à toute l'équipe de la colonie, pour qui c'était très très longue journée, c'était un marathon même. Merci au public de Parole d'honneur qui nous suivent, qui nous sont fidèles. Je rappelle que Parole d'honneur est un média absolument indépendant, c'est-à-dire qu'il ne dépend d'aucune subvention ni de financement occulte. Il repose essentiellement sur le travail militant et bénévole, et aussi sur vos dons. Donc on vous invite chaleureusement à nous soutenir financièrement, soit par des dons ponctuels ou par des dons mensualisés. Vous pouvez le faire via le site de Parole d'honneur, c'est paroledhonneur.com. Et puis surtout, vous allez bientôt retrouver Parole d'honneur Radio, qui est la nouvelle formule donc de Parole d'honneur, animée par mon très cher confrère Wissam, avec qui vous avez rendez-vous désormais toutes les 2 semaines.
et donc pour des émissions politiques et radicalement décoloniales. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt.